Bruce Toussaint, Europe 1 Matin. Europe 1, 8h36. La revue de presse, Natacha Polony, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, la colère monte. De l'autre côté de la Méditerranée d'abord, Le Monde, la Tunisie redoute le chaos au sommet de l'État. Mais aussi chez nous, Le Figaro, Hollande rattrapé par la contestation sociale. Et surtout, dans les écoles, à la veille d'une nouvelle grève des enseignants, Libération, rythme scolaire et les élèves dans tout ça. Et Le Parisien, prof non remplacé, le grand ras-le-bol. Et puis il y a bien sûr le scandale de la viande de cheval. Bah oui, le scandale qui est à la une de très très nombreux quotidiens. Alors il permet au moins quelques bons titres. Oui. Direct matin, attention manger. Pas mal. Et puis 20 minutes surtout, l'étalon est dans l'estomac. Ça, je trouve ça très joli. L'étalon et l'apostrophe. Oui. Vos journaux retracent en fait dans les détails le trajet ahurissant de cette viande. Viande roumaine passée par des intermédiaires financiers chypriotes et hollandais. Dans Libération, on trouve cette remarque d'un membre du syndicat national des inspecteurs vétérinaires. Tout dépend du secteur. Vous aurez plus de contrôle sur des fromages au lait cru et moins sur des pizzas. Autrement dit, on exerce un contrôle bactériologique tant et plus, en fait, jusqu'à la névrose sur les produits fermiers. Mais l'industrie, elle peut sans aucun problème mettre en place des circuits délirants pour se faire de l'argent sur le dos des agriculteurs et des consommateurs. Le Figaro, de son côté, détaille le système des contrôles sanitaires en France et les 7500 analyses sur la loyauté des produits effectuées en 2012. Mais sans préciser que la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a été largement démantelée à partir de 2009, noyée dans les directions départementales de protection des populations. Mais au-delà de la question du contrôle, c'est tout le système de l'industrie agroalimentaire financiarisée qui révèle sa nocivité. Il faut lire en page 9 des Échos l'analyse de Jean-Francis Pécresse. Il nous parle maîtrise de l'alimentation par la promotion des circuits courts. Il fustige ce système d'exportation à outrance destructeur de l'environnement. Poussant à libéraliser les marchés, il est aussi dévastateur pour notre agriculture, confrontée à l'impossible, produire toujours moins cher et toujours plus propre. Mais il n'y a pas de fatalité, nous dit-il, à manger du bœuf roumain ou argentin au cœur du Charolais. Il note 3 conditions pour retrouver notre autonomie alimentaire. La compétitivité coût, parce que le consommateur n'acceptera pas de payer beaucoup plus cher pour manger français. L'acceptabilité, mot très laid pour dire que chacun doit accepter d'avoir des agriculteurs près de chez lui, plutôt que de rêver à une campagne aseptisée pour résidence secondaire. Enfin, avoir une stratégie alimentaire nationale. On l'attend toujours. Donc tout ça serait d'abord une histoire d'argent. Mais oui, la viande de cheval, c'est l'illustration. Et Marianne, cette semaine, fournit la théorie, un grand dossier sur l'argent fou. Une réflexion historique sur cet instrument de civilisation devenu à la fin du XXe siècle facteur de décivilisation. On passe de Balzac et Zola à Jacques Attali qui, juste avant la crise de 2009, appelait à donner encore plus de pouvoir à ceux qu'il nommait les champions de la finance. Aimer l'argent comme les rappeurs, exhortait alors Christine Lagarde, il faut quand même se souvenir. On lira les pages sur la financiarisation de tous les domaines de la vie humaine et notamment, ce qui est le plus dangereux, le vivant à travers les brevets sur les gènes. Et puis la page sur la disparition de la notion de service de l'État dans une haute fonction publique de plus en plus attirée par l'argent du privé et les mélanges des genres. Enfin, l'article de Laurent Mauduit, qui n'hésite pas à nommer ces économistes médiatiques qui émargent dans des banques ou des grands groupes au nom de la nécessaire connaissance de leur sujet. Quand les mêmes économistes écrivent une étude sur la déréglementation du marché du travail, nous dit-il, ils n'éprouvent quasiment jamais la nécessité d'une validation pratique en devenant intérimaire dans l'automobile. Oui, la connaissance du terrain, d'accord, mais pas n'importe lequel quand même. Le gouvernement préparait une réforme des retraites. C'est dans Le Parisien, un article donc sur cette future réforme à laquelle, nous dit-on, François Hollande ne coupera pas. Mais le plus intéressant, en fait, c'est le micro-trottoir qui est traditionnel dans Le Parisien et qui est posé là sur la question de savoir s'il faut que les retraités participent à l'effort autant que les actifs. Une preuve de la perception très décalée que les Français ont des retraités. Il y a celui qui dit moi quand j'y arriverai je l'aurai mérité, je veux pas qu'on m'embête. Il y a ceux qui voient encore les retraités comme un groupe homogène et forcément démuni. Et puis il y a ceux qui ont conscience qu'une partie des retraités d'aujourd'hui a profité de retraite à taux plein et détient la majeure partie du patrimoine. Alors quand on lit ça, on sent venir le casse-tête pour l'exécutif. Une petite annonce. Oui, c'est dans le Carnet du Monde, une annonce. À Madison, Wisconsin, USA, Valentin et Hugo sont nés le 30 janvier 2013. Nicolas et Thomas, leur papa, sont fous de joie. Allons bon. C'est drôle, hein ? Bienvenue donc à Valentin et Hugo. Le Monde se met à la page. Et le journal publie la réponse d'ailleurs de la sociologue Irène Théry à la philosophe Sylviane Agacinski. Vous savez, je vous avais cité cette tribune, donc Sylviane Agacinski opposée à l'adoption et à la PMA pour les couples homosexuels. Donc en gros, si on résume
la dite réponse qui est quand même extrêmement violente. Sylviana Gazinski est crypto-homophobe, elle salit l'image des parents homosexuels et défend un modèle d'asymétrie sexuelle qui est source de violence et de domination des hommes par les femmes. Pour l'apaisement du débat, je peux vous dire, c'est pas gagné. Le clin d'œil du jour. Le Figaro nous apprend qu'une expérience passionnante a malheureusement échoué. Il y a au zoo de Londres 4 tortues géantes des Galapagos, un mâle et 3 femelles. Alors le problème, c'est que le mâle ne veut pas honorer ses dames, c'est triste. Aussi, n'écoutant que son altruisme, le pianiste Richard Klederman, alors vous savez, c'est le pianiste qui enchante nos ascenseurs, donc il a entendu dire que la musique influence le comportement des animaux et il leur a offert une sérénade pour stimuler monsieur. Il a été joué réellement là-bas? Oui. Et résultat, un flop absolu. Mince. Même la bande originale des Chariots de Feu, vous savez, la musique de Vangelis, là, a laissé la tortue de marbre. Moi qui pensais qu'on pouvait diffuser du Richard Klederman dans les abattoirs pour améliorer la qualité de la viande, maintenant j'ai un gros doute en fait. Merci Natacha Polony.